Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui nous allons continuer notre série sur The Scourge of Giran, le complément de règles fourni par Games Workshop pour fêter la célébration du nouveau manuel du général qui arrivera sur juin. Chaque armée va donc être dotée de nouvelles règles, de certains War Scrolls refaits. Aujourd'hui nous allons regarder ceux des Stormcast Eternal, donc on va plonger directement dedans. Donc, nous avons, comparé au Skaven, cette fois-ci, 3 Heroic Traits et 3 artefacts. Pas de sous-faction. C'est dommage, on aurait pu avoir peut-être des choses un peu plus polarisées que ce que nous avons. Mais on va dire que les sous-factions en état des Stormcast n'est pas non plus le problème le plus important. Donc, nous avons en cadeau aujourd'hui donc 3 Heroic Traits. Les Heroic Traits des Stormcast éternels, vous savez, ils sont moyen moins. Le seul qui est utilisé, c'est quand vous avez une unité Stormcast qui meurt entièrement à 12 du porteur, vous pourrez donner une ward à 5. C'est pas l'unité qui meurt entièrement à 12, hein, mais voilà. Donc tout le temps utilisé parce que les deux autres sont vraiment à chier complet. Là, nous avons 3 Heroic Traits qui sont assez intéressants. En tout cas, ça va faire du bien pour le renouveau des Stormcast. Qu'est-ce que nous avons? Donc le premier, c'est un passif qui vous dit que la première fois que l'unité qui porte ce trait héroïque meurt, sur un 3+, vous allez revenir à la vie avec des 3 et vous ne pourrez plus utiliser cette capacité. Donc un trait héroïque, on va dire, assez fort. On le connaît notamment en Sylvanette ou dans d'autres BT. C'est vraiment bien parce que une tactique de bataille qui est faite sur tuer ce personnage-là sur un 3+, elle peut être ratée. Et même, on va dire de manière générale, revenir à la vie sur un 3+, c'est toujours bon. Je pense qu'elle va surtout être orientée vers des gros bodies, hein, on ne peut pas se mentir, hein, des Star Drake, des personnages comme ça qui sont susceptibles de pouvoir porter ça, parce qu'un prêtre à 5-6 points de vie, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, ça se réfléchit. Est-ce qu'on préfère avoir toujours la ward à 5 quand des unités meurent, sachant qu'on n'a pas beaucoup d'unités sur le champ de bataille. Après, on aime bien donner des wards à 5 à des gros bodies, mais sous condition, voilà, on peut des fois ne jamais s'en servir ou être à portée parce que vos unités prennent les décors de faction, le transloc qui est trop loin du héros qui est porteur. Donc pourquoi pas, c'est toujours intéressant en tout cas d'avoir ça, d'avoir une optique un petit peu plus agressive comme outil. Le deuxième, Hour of Glory, qui vous dit que c'est un passif, donc que le porteur de ce Heroic Trait est susceptible de pouvoir réaliser The Finest Hour, donc vous savez le plus un save, plus un bless chez les Stormcast, c'est une fois par partie pour votre phase de jeu à vous seulement, et ben là vous allez pouvoir le faire une deuxième fois, et en plus de ça, quand vous faites votre Finest Hour, vous gagnez 5 à votre OC. Donc pareil, une orientation, on va dire, beaucoup plus agressive que les traits de les traits héroïques qu'on connaissait à l'époque. Donc je trouve ça très très bien parce qu'on aime bien mettre le Finest Hour à notre tour, rentrer dans le tas, ne pas taper en premier parce qu'on a plus un save, et du coup faire frapper votre unité marteau, et ensuite l'enclume qui est en Finest Hour le fait. Donc là vous gagnez 5 dossiers, donc sur des unités comme des monstres qui sont déjà 5, passer à 10, c'est vraiment un très très bon outil pour reprendre des objectifs, et le faire une deuxième fois par partie, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment top. Beaucoup d'armées aimeraient avoir le Finest Hour, on est content d'avoir un Stormcast, donc un bon ajout. Pareil, par contre, une fois de plus, c'est pour moi à mettre dans les mains de gros body, on va dire des Star Trek, des choses comme ça, ou alors peut-être sur des unités qui sont comment dire, plus polarisantes. Donc vous avez par exemple le héros réclusion à pied qui lui donne déjà plus 3 quand ça s'appelle dossé autour de lui. Donc là, si lui il pète son Finest Hour une première fois et ensuite il pourra le faire une deuxième fois, voilà, en tout cas, je pense que ça peut ouvrir de la construction de liste à ce niveau-là sur des personnages ou des unités. Je pense à toutes les unités de cavalerie Stormcast qui, principalement, ont cette règle de merde de je frappe, je fais frapper une autre unité sans spécialement donner de bonus. Là, ça peut être le porteur de ce genre de choses-là. C'est-à-dire que avoir une ordre de gloire pour accompagner une unité et pour le refaire une deuxième fois avec toujours ces 5 dossiers supplémentaires, c'est un bon ajout. Un bon ajout. Et le dernier, du coup, c'est en votre phase de héros. Donc cette fois-ci, à bien faire attention qu'il n'y ait que à votre phase de héros à vous. Vous allez pouvoir choisir un prêtre ou un sorcier à 18 pouces du porteur. Et sur un 3+, c'est là que ça fait un peu chier, c'est ce 3+. Vous allez soustract 1, donc retire 1 au jet de récitation et de lancement de sort.
pour l'unité sélectionnée jusqu'au début de votre prochain tour. Donc début de prochain tour, c'est bien parce que ça fait une longue phase, notamment pour des unités et des sorciers ou des prêtres qui veulent aller chercher le lancement de sort ou de prière en phase ennemie. Cependant, c'est sur un 3+. Alors, vous allez le tenter 5 fois dans la partie, techniquement 4 fois. Pourquoi? Parce que au tour 1, normalement, on est à plus que 18. Alors oui, on peut faire une téléportation pour pouvoir exposer le porteur et le faire, mais je trouve que c'est beaucoup trop aléatoire, excusez-moi, comparé à, on va dire, à la capacité de pouvoir revenir à la vie aussi. C'est sur un 3+, mais c'est vraiment plus impactant. Et le 2 fois le Flying Star Wars, c'est vraiment bien. Donc, je le trouve un peu en dessous celui-ci, mais c'est vrai que dans certains cas, sur des prêtres notamment qui ont besoin d'aller chercher des prières fiables ou des sorciers qui n'ont pas de bonus, ça fait un malus important. Sachant que vous avez aussi un petit héros Stormcast, là, le prêtre aveugle, qui lui met déjà -1 au lancement de sort à 18. Donc, je pense qu'il est dédié à lui cet artefact pour pouvoir mettre des -2. Donc, en tout cas, intéressant à voir ce que les joueurs vont pouvoir en faire et comment ça va modifier le list building à ce niveau-là. Ensuite, nous allons passer aux artefacts de pouvoir. Donc là, 3 aussi. Ceux des Stormcast, pareil, ne sont pas très très bons. Le seul qui est utilisé malheureusement, c'est Fight First, qui est un bon artefact, hein. Vous pouvez faire des combos avec lequel vous pouvez cliquer un héros qui l'active et votre unité à côté s'il n'y a pas de Fight First avant. Donc voilà, intéressant. Cependant, le bouclier miroir, bon, avec toute l'occurrence de la tension de Messire, genre de choses-là, c'est pas le plus impactant. Et le tir n'est pas non plus une ressource ultra ultra présente aujourd'hui dans la méta. Il y a du tir qui tire fort, mais c'est pas non plus en Stormcast ce qui est le plus utilisé, quoi. Donc là, nous avons 3 occurrences. La première, c'est la Banner of Sigmar qui vous dit de choisir, donc une fois par partie seulement à votre phase de héros, un objectif à 18 et votre adversaire ne pourra pas contrôler cet objectif s'il n'a pas d'unité dessus qui le conteste. Donc, un outil très très intéressant pour les joueurs qui aiment vraiment jouer, on va dire, la macro, parce que en fait, votre adversaire sait que si jamais il quitte un objectif, même si ces objectifs, on appelle sticky, vous appartiennent, bouton, on a appuyé dessus, là, vous allez faire sauter le bouton. Donc, pouvoir facilement préfère un one to more ce tour-ci. C'est un très très bon outil, vraiment. Le seul défaut, c'est qu'il faut être à 18, mais on sait qu'en Stormcast, vous avez la téléportation, la translock, qui va vous permettre de faire ça, de cliquer, sachant que si vous êtes au tour 2, tour 3, tour 4, et que du coup, la partie est avancée, pouvoir désactiver comme ça à 18 pouces, ça force en fait votre adversaire à se dire, ok, dans la partie, à un moment, je vais perdre le contrôle de cet objectif si j'ai pas d'unité dessus. Donc, est-ce que je laisse des unités ou pas? C'est une sorte de mind game avec votre adversaire. Donc, je trouve très très intéressant celui-là. Et vraiment, il est passe-partout. Si vous n'avez pas d'unités qui ont besoin de combattre, qui ont un combo pour combattre en premier ou besoin du Mirror Shield, voilà, ça vous fait une super occurrence. Le deuxième, donc, c'est Beacon of Azir. Celui-ci, c'est Once par Battle, donc on n'aime pas les artefacts comme ça une fois par partie. Par contre, c'est à n'importe quelle phase de héros. Et en fait, vous allez pouvoir choisir un sorcier ou un prêtre Stormcast entièrement à 12 du porteur. Et la prochaine fois que la cible, donc le sorcier ou le prêtre, va vouloir réciter ou incanter, et ben en fait, vous allez passer la valeur directement à 7. Donc vous ne faites pas de jet de prière ou de sort. Pour les prières, passer une prière directement à 7, c'est très très bien. Très peu de prières en Stormcast, crit à 7, d'accord. Le soin, c'est sur du 6, donc le crit, il est à 8+. Le plus une attaque, non, le soin, c'est sur le 4, je veux dire, qui du coup crit sur du 8. Le plus une attaque, c'est sur du 6, qui crit sur du 12. Et comment ça s'appelle, la translock, c'est sur du 4, qui lui crit sur du 8. Donc vous n'allez pas bénéficier de crit sur les prières génériques. Cependant, ça vous fiabilise vos prières. Vous savez que vous avez une translock qui est automatique, le plus une attaque qui est souvent très important chez les Stormcast sur certains builds de piétons. Là aussi, il est fiabilisé à 100%. Et on vous dit que si vous avez des points de rituel, ils descendent à 0. On vous dit aussi que vous ne pourrez pas, grâce à cette capacité, augmenter à plus que 7. Et que le fait d'ajouter par exemple des points de rituel que vous avez déjà stockés est une modification que là on ne peut pas modifier le jet. Donc
vous avez comme ça une prière qui est assurée. Et pareil pour les sorts. On sait qu'en Stormcast, la blessure d'éclair, c'est sur du 5, que le -1 wound, c'est sur du 6, et quand ça s'appelle le -1 des charges, qui est très très structurant, là aussi c'est sur du 7. Donc sur du sort, votre adversaire va pouvoir, comment ça s'appelle, tenter de vous bloquer, hein. Il faut faire un 8, ça se fait. Mais en état, ça reste quand même très très bien parce que c'est fiable. C'est une fois par partie à n'importe quelle phase de héros. Donc ça peut être la vôtre, celle de votre adversaire. Vous payez votre PC à l'adversaire et vous faites votre sort fiable. Si votre adversaire n'a pas de sort ou de sort à porter, de sorcier à porter, vous avez comme ça, vous créez des opportunités de jeu. Et pour la prière, c'est vraiment très très bon. Je trouve ça top. Et pour finir, le dernier, du coup, c'est un One Spartan Reaction Opposant Declare a Command or Rampage. Euh, with this in combat. Donc en fait, il faut être à 3 pouces, il faut être engagé avec le porteur de cet artefact pour pouvoir utiliser la réaction. Donc là, attention, la réaction, c'est sur un rampage. Donc vous avez quand même beaucoup de monstres qui ont des rampages très très forts dans le jeu. Et aussi les commandes, donc toutes les commandes ability. Là, on parle d'être en combat range. Donc quels sont les les abilities qui sont faits en combat range? Principalement, c'est attaque en règle, défense en règle. Comment ça s'appelle, l'enfoncement aussi. Les autres, normalement, vous n'êtes pas éligible, à part si vous avez des abilities comme par exemple les Doctor of Kane qui se font en phase de combat et qui leur permettent de fight to time. Là, sur un 3+, c'est One Spartan, donc vous allez pouvoir bloquer qu'un seul, soit le Rampage, soit le Command Ability, mais vous ignorez. Donc le point de commandement, il est dépensé, l'ordre, il est perdu, mais vous l'avez bloqué. C'est extrêmement fort. Vraiment, ça va vous permettre de passer des caps. Vous rentrez en phase de combat, vous avez chargé, votre adversaire dit OK, défense en règle sur un 3+, boum, pas de ça. Du coup, ça vous permet de passer de Reine -1 techniquement à Reine -2, parce que votre adversaire qui allait mettre son défense en règle ne peut pas le mettre. Pareil en phase de combat, en phase d'enfoncement aussi, si vous le gardez par rapport à l'enfoncement de votre adversaire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment très très fort. Heureusement que c'est que One Spartan, parce que ça change tous les stats. Vous êtes contre de la destruction, le joueur veut mettre son attaque en règle, pas d'attaque en règle sur un 3+, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc un très très bon artefact. Je trouve ça très intéressant d'avoir comme ça un artefact qui booste la magie, les prières, un artefact qui booste, on va dire, le combat avec les pas d'ordre, pas de rampage, et un artefact qui est vraiment plus tactique, macro, pour désactiver des objectifs. Les trois sont vraiment bons, les trois sont basés sur des constructions de listes et une manière de jouer, donc je suis agréablement surpris sur ça. C'est vraiment top. Et du coup, pour les War Scrolls modifiés, malheureusement, nous n'avons qu'un seul, c'est Iridan the Witness, 320 points, donc c'est beaucoup plus cher que le body de base. Je pense que c'est légèrement trop cher pour ce que ça fait, mais je suppose que beaucoup de joueurs, et moi le premier, allons essayer de réintégrer cette dame-là dans nos listes. Pourquoi? Donc aujourd'hui, le body ne bouge pas, à savoir 12 PV, bouge de 12, save à 3, 5 de C, mais par contre, vous avez une ward à 6 native, donc bon, ça se prend, c'est pas exceptionnel. On garde toujours le mot-clé Ruination Chamber, donc vous pouvez toujours aller chercher votre ward à 5 si vous le souhaitez, avec la sous-faction qui va bien. Par contre, le profil d'arme change. Avant, on était en Reine -2, dégâts D3, on passe en flat 3, crit mortel était déjà, sur 4 attaques. C'est pas exceptionnel, mais ça se prend, c'est cool. Ça tape beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fiable. Et avant, le compagnon, il était en crit to hit. Maintenant, il passe en +1 dégâts quand il charge, donc s'il attaque 4-2, -2-2, -3. C'est un bon body, ça va pas non plus, c'est pas un one man army, mais en tout cas, c'est beaucoup plus fiable. Moi, j'avais déjà raté des tactiques de bataille à cause de ce personnage-là qui tapait comme une quiche. Donc ça, c'est top. On aurait aimé avoir aussi une refonte du profil générique, c'est dommage, mais bon, c'est la vie. Qu'est-ce qu'on gagne? Et ben déjà, nous gagnons un nouveau passif, Flame of the Hope, qui vous dit que vous pouvez relancer tous les jets de résistance et Ruination Chamber entièrement à 12 de ce personnage-là. Donc les jets de Ruination Chamber, c'est quand vous êtes affecté par une ability non-core, sur un 4+, vous l'ignorez, certains personnages sur un 3+. C'est très structurant, vous pouvez des Fight Last, des sorts, déchaîner les enfers, là, le tir de contre-charge, ce n'est pas une core ability, donc sur un 4+, 3+, vous pouvez l'ignorer. Vous avez plein d'occurrences dans le jeu qui s'appliquent. Surtout aujourd'hui, je trouve qu'on en rencontre de plus en plus, donc c'est vraiment bien de pouvoir les relancer. 4+ relançables, c'est beaucoup plus fort, ou les 3+ relançables. Donc top, ça vient fiabiliser
complètement la Ruination Chamber. Ce personnage-là était censé buffer les Ruination Chamber, il le faisait très très mal avant, donc c'est vraiment top d'avoir ça sous la main. Notamment pour l'armée de renom basée sur la Ruination Chamber, les Brotherhood, qui là se retrouve avec un War Scroll qui était horrible et obligatoire à un War Scroll qui est un peu plus cher et meilleur, ne serait-ce qu'avec ça déjà. Vous avez du coup son jet à lui, hein, la réaction, donc non-core ability, le jet de résistance, qui est sur un 3+, donc c'est mieux que sur un 4+, hein, on va pas se mentir, et en plus il est relançable, donc 3+ relançable, c'est très très fort à ce niveau-là. Nous avons aussi une nouvelle prière, la sienne avant était horrible, qui vous donnez une bulle, vous gagnez une ward à 6 et vous soignez si vous avez combattu. Non mais je sais pas qui avait écrit ça, c'était un mec bourré. Là, c'est vraiment mieux. Déjà, c'est sur du 3, c'est pas sur du 4, donc c'est beaucoup plus facile à faire, qui passe sur du 2+, dès que vous avez une Place of Power. Et on vous dit de choisir une unité Ruination Chamber visible entièrement à 12 de l'Iridan. Et vous allez augmenter de 1 jusqu'au start of your next turn. Donc c'est votre tour à vous et celui-là de votre adversaire si dans l'idée. Donc c'est vraiment bien. 1, la pénétration d'armure, plus un rend. Et si vous faites un jet à 7+, donc qui combote instantanément avec l'artefact qu'on a vu tout à l'heure, blablabla, qui vous fait un jet de prière à 7 non modifié, vous allez pouvoir choisir une deuxième cible. C'est super. Pourquoi? Parce qu'en fait, vos anges, qui sont Rennes-1, dégâts 2, là, ils vont passer nativement en Rennes-2, dégâts 2, donc beaucoup plus fiable à la charge. S'ils sont accompagnés en plus d'un personnage qui peut dire pas d'ordre sur un 3+, bingo, hein, vous allez pouvoir transformer les save à 3 en save à 5, c'est vraiment très très fort. Les réclusions, que moi je trouve être une bonne unité, pareil, vont passer en Rennes-2, dégâts 2 à crit mortel, c'est juste ce qu'il leur manquait pour être vraiment très très efficace. Donc super à ce niveau-là. Et en plus de ça, sur un 7+, 2 unités. Donc bon, si vous choisissez vous-même, vous avez passé que sur vous, parce que le compagnon n'est pas affecté par ça. Mais en Rennes-3, dégâts 3, c'est intéressant. Vous n'avez pas 150 occurrences de Ruination Chamber, mais voilà, c'est une prière qui est facile à faire et le plus un de Rennes est vraiment une très très bonne occurrence à ce niveau-là. Et vous avez aussi pour finir un nouveau Rampage qui est trop trop bien, qui vous dit que quand vous êtes engagé en phase de combat, vous choisissez un ennemi sur un 3+, vous pouvez retirer le personnage du champ de bataille et le replacer à 1 pouce de la cible. Pour toutes les personnes qui ont joué contre Beltanos connaissent la puissance de cette règle, c'est exceptionnel. Alors Beltanos fait 2+ des 3 BM, là on l'a pas, mais c'est trop trop fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès que par exemple vous êtes au centre, vous faites cliquer sur le côté par une unité forte et cliquer par une unité moins forte, en fait vous allez faire votre rampage sur l'unité la moins forte et vous mettre de l'autre côté, ce qui fait que l'unité qui a chargé va être dans le vent, ne pourra plus se retrouver à combattre. Vous pouvez vous remettre sur des objectifs, revenir dans votre bunker, on vous demande juste d'être à 1 pouce de l'unité sur lequel vous faites votre rampage. Donc c'est vraiment vraiment trop trop fort. Je suis très très heureux de ce rampage. Et en plus de ça, on vous dit si la target a chargé ce tour-ci, donc si vous êtes fait charger, vous avez moins un hit sur la cible. Donc charger Iridan va devenir quelque chose de très très compliqué, parce que vous savez que sur un 3+, vous allez pouvoir vous repositionner, et en plus de ça, mettre moins un hit. Donc trop fort, trop fort. Vraiment, je trouve ça trop trop bien. 320, c'est très cher pour un prêtre de niveau 1, on aurait adoré qu'elle passe prêtre de niveau 2. Mais en tout cas, en état, le personnage, je trouve, reprend une place centrale dans l'armée. En Ruination Brotherhood, top. Vous avez du coup une prière qui est super bien à faire pour pouvoir fiabiliser vos packs de réclusiens, vos packs d'anges. Le rampage qui vous permet de projeter un peu le personnage parce qu'elle est quand même très fragile, mais de pouvoir vous repositionner si vous faites charger, de mettre des moins un hit, sachant qu'on vous dit qu'il faut que la cible est chargée ce tour-ci. Donc vous pouvez vous mettre en contre-charge, cliquer l'unité, faire votre rampage moins un hit et vous repositionner, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, non, vraiment, le profil est bon. Aujourd'hui, je regarde ça en tant que joueur Stormcast, mais je me dis que dans les semaines et les jours à venir, si ce travail et cette qualité est appliquée sur beaucoup plus de profils, nous allons avoir une rejouabilité sur beaucoup d'armées, sur beaucoup de War Scroll qui étaient délaissés alors qu'ils auraient pu être bons, il manquait pas grand-chose. Aujourd'hui, je croise vraiment les doigts pour voir peut-être un nouveau profil sur Archaon, vous voyez, des personnages ou Nagash, des personnages comme ça qui auraient besoin d'un profil différent pour pouvoir être joué sous d'autres occurrences de règles. Donc voilà.
J'espère que cette revue vous aura plu. Je vous invite, comme d'hab, dans les commentaires à mettre ce que vous attendiez, est-ce que vous êtes content ou pas content. Je sais que Stormcast a cette notion d'être très fort actuellement. Cependant, une fois de plus, c'est polarisé sur seulement certains archétypes. Et je suis très heureux, moi, d'avoir des nouvelles opportunités pour Stormcast, avec notamment ce personnage. Moi, j'adore les réclusions et de pouvoir les passer, les buffer comme ça, c'est très intéressant. Donc, félicitations à Games Workshop pour le travail qui est fait. On aurait préféré aussi avoir, comme je vous dis, d'autres War Scrolls, mais on ne peut pas tout avoir. Donc, voilà. Allez, à ciao sur une prochaine vidéo.